il faut rompre avec le taylorisme, parce que ça abrutit le travailleur, parce que c'est de la discipline, parce que c'est du pouvoir qui est obsolète, et donc il faut redonner au facteur humain sa place centrale. Le Fordisme n'avait peut-être pas une telle attention à l'ouvrier en tant que tel. On cherchait toujours à l'exploiter autant que possible, mais là où le toyotisme va plus loin, c'est qu'il va arriver à convaincre l'ouvrier qu'il lui importe de lui-même de trouver le moyen d'augmenter les cadences. On s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus efficace et rentable et performant que le travailleur adhère, plutôt qu'il soit dans un système disciplinaire dans lequel le chef va lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et va le sanctionner s'il fait bien et le récompenser s'il fait mal. Et donc ça oblige de changer le rapport au travail. Dans les usines japonaises, un rendement exemplaire continue. Toyota fait travailler près de 200 000 ouvriers. L'année dernière, 2 500 000 véhicules ont été construits par Toyota. À l'usine Fenwick, comme chez Toyota, l'adhésion des ouvriers aux objectifs de l'entreprise est le nouveau credo. Chaque salarié doit proposer, quotidiennement, des idées, des astuces, des solutions afin d'améliorer la productivité et la sécurité de son poste. Voilà comment l'ouvrier devient responsable de l'intensification de son travail. Pour inciter les employés à collaborer, la direction évoque sans relâche l'opportunité qui s'offre à eux de travailler dans de meilleures conditions. Cette démarche vise surtout à faire en sorte que les salariés soient les acteurs de l'amélioration de leur poste, et ça va donc par évidemment une meilleure organisation, donc des meilleures conditions de travail, une réduction de la pénibilité des tâches, tout ça dans un même sens. La règle d'or du système, c'est que toute amélioration doit aller dans le sens d'une amélioration de la qualité et de la productivité. C'est le critère d'acceptation de la proposition. Donc, si on peut à la fois améliorer les conditions du travail, le rendre moins pénible, le rendre moins fatigant, tout en réduisant le temps de cycle, tout en améliorant la qualité, cette proposition sera acceptée. Par exemple, si c'est moins douloureux pour l'ouvrier d'avoir le tournevis sur une table à côté de lui, au lieu d'avoir à se baisser pour le ramasser, il aura moins mal au dos, donc c'est une amélioration des conditions de travail. Mais le but, c'est la productivité. Et si c'est l'inverse qui est vrai, s'il vaut mieux qu'il se baisse pour qu'il soit plus productif, on l'obligera à se baisser. Et les opérateurs eux-mêmes sont formés à comprendre les critères selon lesquels ils doivent faire de bonnes propositions ou pas de bonnes propositions. Depuis l'introduction du toyotisme chez Fenwick, selon les partenaires sociaux, les accidents du travail ont augmenté de 25%. S'agissant de l'amélioration des conditions de travail, là, et c'est les salariés qui en parleront le mieux eux-mêmes. Pour ma part, la théorie du foutage de gueule me semble assez bonne, quoi. Effectivement, je pense que c'est celle qui a ma préférence, en tout cas. Nous, on leur reproche souvent de vouloir faire toujours plus, et on leur dit, mais arrivé à un moment, on ne pourra pas faire plus. On sera au maximum, on aura fait toutes les méthodes lean que vous voulez, on sera au taquet. Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Et là, la direction, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, mais ils sont dans un rythme, ils ont une vision des choses. On vit sur une planète différente qu'eux, de toute façon. Donc, on sait tous très bien qu'on est dans un bateau là, qui va s'écraser, enfin qui va couler plutôt. Ouais. Tous les gens avec qui on parle, tout le monde sait, tout le monde se dit ouais, de toute façon les actionnaires, machin, on est tous au courant de ça, mais est-ce qu'on n'a pas le moyen de faire changer les choses ou Enfin, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire, voilà, c'est comme ça, et puis voilà. Les mecs, ils sont sur la chaîne, ils font leur boulot de tous les jours, ils se disent
Ils disent que voilà, ils sont pas heureux, qu'il faut toujours plus, et puis que mais c'est comme ça. Oh, bah, c'est les actionnaires, ils en veulent plus. Donc, Cette contrainte de la finance actionnariale est devenue tellement impérative qu'elle exige l'ajustement instantané. Donc tout de suite, il faut réduire la voilure. Tout de suite, il faut faire les plans sociaux. Tout de suite, il va falloir essayer de maintenir comme on peut le profit trimestriel pour la prochaine confrontation avec les investisseurs, etc., etc., etc. Donc c'est un monde dans lequel il n'y a plus aucune marge de manœuvre, quoi. Tout le monde est pris à la gorge de partout. Deux ans après le rachat par KKR, le directeur de l'usine Jean-Luc Mastiquian annonce aux salariés une réduction des effectifs. L'usine doit se séparer d'une centaine d'entre eux. Le système Toyota permet de produire plus avec moins de ressources. C'était exactement l'objectif. Le sort des salariés de Fenwick est effectivement entre les mains d'Henri Kravis, le magicien de l'optimisation et du profit. L'homme qui fait jaser pour ses revenus exorbitants. 51 260 $ par heure, 24 heures sur 24, 365 jours par an, soit 1 300 000 $ par jour, soit encore 450 millions de dollars en 2006, ce qui équivaut à 23 492 années de salaire d'un ouvrier de Fenwick. 2006, 2007 were phenomenal years because there was cheap capital, plentiful, and we put a lot of money to work. Tout ce dispositif qui part du système japonais, c'est-à-dire du système du toyotisme, et qui se développe à travers la performance, le coaching, les nouvelles formes d'organisation du travail, l'évaluation individuelle des performances, l'exaltation de tout ce qui est performance individuelle, argent, etc. C'est vrai que ça ne repose pas que sur le consentement des petites gens et des gens ordinaires qui se font emporter, séduire et menacer. Ça marche aussi parce qu'il y a tout le zèle d'une partie quand même de gens qui sont des leaders de ce système. Ce ne sont pas simplement des idéologues isolés, il y a véritablement une pensée d'ensemble de comment produire un ensemble idéologique qui réfère essentiellement au pouvoir et à l'argent, et non pas à la culture et à la civilisation. Il suffit de parcourir le rayon management des librairies, et ce jusque dans les gares et les aéroports, pour comprendre combien cette idéologie se diffuse, combien ce mélange abrutissant de solutions clés en main ne rencontre plus aucune résistance. Il faut voir l'énormité des moyens qui sont mis en œuvre pour distribuer ce discours et le vocabulaire même, à travers lequel s'imprègne l'ensemble de notre monde contemporain. L'idéologie gestionnaire se présente comme pragmatique, pas du tout idéologique. Il n'y a pas une gestion de gauche, une gestion de droite, etc. Non, la gestion, c'est juste des techniques, des normes, pour dire voilà comment optimiser le fonctionnement des organisations. Et c'est ce que vendent les cabinets conseils. On vous vend de la solution.